Les militaires sont donc dans les années 80 au summum de leur puissance. Pourtant, ils vont faire une faute qui va leur coûter cher. Quoi? Certains généraux, pourtant des laïcs purs et durs, ont en effet joué les apprentis sorciers. Ils ont pensé qu'en introduisant une pincée de renouveau religieux dans la société turque, ils pourraient mieux la contrôler. Par l'intermédiaire des imams? C'est ainsi, et ce n'est qu'un exemple, qu'ils ont instauré des cours de religion obligatoires dans les écoles. Mais ça, c'était une entorse grave à la doctrine kémaliste. Certainement, mais les généraux ont estimé que la religion pouvait jouer un rôle unificateur et nationaliste. Et ils se sont trompés. Ah, lourdement, oui, car les islamistes vont avoir de cesse d'avancer leurs pions et de grignoter le pouvoir des militaires, jusqu'à ébranler la formidable forteresse mise en place par l'armée. D'autant que les militaires, après avoir exercé pendant 3 ans le pouvoir de façon impitoyable, amorcent une démocratisation en douceur. C'est-à-dire qu'ils rendent le pouvoir aux civils? Apparemment, oui, mais pour eux, c'est sans danger, car en réalité, ils continuent de tirer les ficelles grâce à ce Conseil national de sécurité qui leur permet de garder les véritables rênes du pouvoir. Toutefois, c'est vrai, les civils et les partis politiques reviennent au premier plan, de gauche ou de droite, mais surtout de droite. Ils gouvernent tant bien que mal, malgré de nombreux obstacles. Et lesquels, alors? Il y a d'abord la question kurde. L'armée et ses mercenaires, les loups-gris, doivent mener une véritable guerre contre les séparatistes qui multiplient les attentats. Oui, ça s'entraîne de nombreuses exactions. Et même de vrais massacres dans les villages kurdes. Les militaires sont souvent incapables de juguler la férocité des loups-gris, qui deviennent parfois incontrôlables. Autre difficulté pour les gouvernements qui se succèdent à Ankara, la montée de l'islamisme politique. Oui, parce que les généraux ont ouvert la boîte de Pandore. Oui, et en 1996, le parti islamiste, le REFA, remporte les élections et son chef Erbakan accède naturellement au poste de Premier ministre. Est-ce acceptable, ça, pour les généraux? Bien sûr que non. Ils vont pas tarder à réagir. Auparavant, ces mêmes militaires et les civils qui sont au pouvoir... Mais qui sont, si j'ai bien compris, des marionnettes dans les mains des généraux. En effet. Donc le pouvoir est confronté à un sérieux problème. Ce qui n'aurait dû être qu'un simple fait divers, un accident de voiture, va devenir un véritable scandale où l'on va mettre à jour les complicités qui existent entre les plus hautes autorités politiques et policières et la mafia. Des connivences qui vont jusqu'à la création d'escadrons de la mort chargés de réprimer l'opposition kurde. Mais je n'insiste pas, car nous avons parlé autrefois de cette très grave affaire. Oui, mais quand ce scandale éclate, là, les islamistes sont au pouvoir, hein? En profitent-ils? Pas vraiment. Ils se rendent compte qu'une véritable enquête risque de fragiliser l'ensemble du système politique. Ils ont peur. Oui, et c'est surtout la mise en cause de l'armée qui les fait reculer. En réalité, ils ont conscience que s'ils vont trop loin, c'est leur fragile coalition gouvernementale qui volera en éclats. Et prudemment, ils imposent le secret d'État sur les enquêtes ouvertes à la suite du scandale. Une pusillanimité que n'auront pas leurs successeurs islamistes des années 2000. Hein? C'est parfaitement exact. Et ça débouchera sur l'affaire Ergenekon. Mais en 1996, ils ne se sentent pas assez forts pour jouer cette carte. Et ce faisant, ils abdiquent devant la toute-puissance de l'armée. Et ils signent ainsi leur prochaine défaite. Car les généraux brûlent de l'envie de se débarrasser de ces islamistes qui sont leurs adversaires naturels. Et ça ne tarde guère. En février 1997, l'armée perpètre son 4e putsch. Le gouvernement Erbakan est contraint à la démission et les dirigeants du parti islamiste sont bannis de la vie politique. Alors les militaires sont donc à nouveau au pouvoir. Mais comme ils l'ont déjà fait souvent par le passé, ils se dissimulent sous un gouvernement civil, une coalition hétéroclite qui va de l'extrême droite au centre libéral. Un gouvernement conservateur donc. Et farouchement anti-islamiste. Pour faire illusion, le nouveau gouvernement lance une opération main propre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mehmet Agar, est par exemple mis en accusation devant la Cour de sûreté de l'État. Il lui est reproché d'avoir protégé des personnes recherchées et d'avoir créé une organisation armée à des fins délictueuses. Les escadrons de la mort. En principe, Agar risque une 20aine d'années de prison, mais son inculpation est soudainement abandonnée. Et 1 an plus tard, à l'occasion du mariage de sa fille, Agar convie le gratin de la société turque et ne sera plus jamais inquiété. Mieux, il retrouvera un peu plus tard un siège au Parlement. Ouais. Cette opération de main propre a donc été un fiasco. Plus que jamais, les principaux dignitaires de l'armée et de l'État profond bénéficient d'une impunité totale. Et en 1999, ils peuvent même se prévaloir d'un succès spectaculaire. L'arrestation du principal leader kurde, le légendaire Öcalan. Öcalan qui, depuis cette date, est toujours détenu dans une île isolée. Cependant, cette incontestable victoire contre l'opposition kurde ne suffit pas à sauver la coalition gouvernementale qui doit faire face à une importante crise économique et démontre son incompétence à l'occasion du terrible tremblement de terre de 1999. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Une 20aine de milliers, oui.
Et le gouvernement n'a guère brillé en cette affaire. Ajoutez à cela l'impopularité grandissante du Premier ministre, Bülent Ecevit, et vous comprendrez que la Turquie est sur le point de connaître un nouveau bouleversement. En 2002, le Parti de la Justice et du Développement remporte les élections législatives. Ouais, et c'est un parti islamiste. Hein. L'AKP se réclame en effet de l'islam. Mais ses dirigeants, et parmi eux le Premier ministre actuel, Recep Erdogan, prennent soin de se démarquer de l'intégrisme musulman. Oui, car ils savent que l'armée ne tolérerait pas une rupture avec le kémalisme laïque. Hein. En fait, si Erdogan et les siens ont gagné, c'est qu'ils ont joué habilement de la lassitude d'une population irritée par la corruption latente d'élites criminalisées et la mainmise permanente de l'armée sur le pouvoir. Et le grand tournant, je dois vous le rappeler, c'est l'affaire Ergenekon. Oui, c'est du nom d'une vallée mythique de l'Asie centrale qui serait le berceau du peuple turc. Je vois, vous n'avez rien oublié. Non. Alors bon, revenons à grands traits sur cette affaire. Tout commence en novembre 2005. Une librairie kurde est attaquée à la grenade dans une localité du sud-est de la Turquie. Une personne est tuée et plusieurs autres sont blessés. Et malheureusement, c'est un événement assez banal en pays kurde où les escadrons de la mort sévissent toujours et combattent à leur façon les indépendantistes. Mais c'est la suite qui n'est pas ordinaire. Allez, rappelez-moi. Le libraire, qui est sain et sauf, court derrière le terroriste, accompagné par plusieurs passants. Il parvient à le rattraper et au moment où il s'engouffre dans un véhicule qui porte une immatriculation officielle et où l'attendent 2 complices. Et les 3 types sont capturés. Exactement. Et c'est un véritable coup de théâtre, car ces 3 assassins sont d'authentiques membres des forces de l'ordre. Tous 3 appartiennent à une unité spéciale de la gendarmerie, le JITEM, ce qui veut dire l'Organisation de renseignement et de lutte contre la terreur. Une entité semi-clandestine. Oui, encore une, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Oui. L'État profond, pour reprendre l'expression utilisée par les Turcs, fourmillait de sociétés secrètes paramilitaires, toutes issues de l'armée ou des forces de l'ordre. Mais c'est incontestablement le JITEM qui était l'une des plus importantes et les plus redoutablement efficaces. Songez qu'on va lui attribuer la responsabilité de la disparition de centaines de villageois kurdes raflés à leur domicile. On en aura la preuve en mars 2009 lorsqu'on récupérera les restes de certains de ces disparus dans des puits où ils avaient été précipités. Donc de véritables exécutions. Enfin, des exécutions extrajudiciaires, comme on dirait pudiquement. À la suite de cette attaque là, de la librairie de Semdinli, je crois, il y a donc une enquête. Forcément. D'autant que dans la voiture des 3 gendarmes du JITEM, on a trouvé de nombreux documents compromettants, dont une liste de militants kurdes à exécuter. Et malgré les efforts des généraux qui feront tout pour étouffer l'affaire, les 3 gendarmes seront jugés et condamnés. Oui, mais d'accord, mais enfin c'était des subalternes. Toutefois, l'ancien chef du JITEM, le général à la retraite Veli Kouchouk, ne pourra pas échapper à ses responsabilités, tandis qu'un colonel du JITEM préférera mettre fin à ses jours. Ces obsèques, d'ailleurs, seront suivis par tous les dignitaires de l'armée. Alors c'est donc cette affaire de la librairie là, qui est à l'origine de la découverte du complot Ergenekon. Oui, et les événements se précipitent. 3 mois plus tard, nouveau crime. Un journaliste d'origine arménienne, Rand Dink, est assassiné. Et il ne fait nul doute qu'il paye ainsi ses prises de position en faveur de la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien. Or, et ce n'est pas une coïncidence, ce journaliste avait personnellement reçu des menaces de la part de ce général, Veli Kouchouk. Oui, le fondateur du JITEM, rappelons-le. Ouais. Puis, au mois de mai 2006, on assiste à une étrange manipulation. Un avocat, censé être proche des islamistes, est accusé d'avoir assassiné un juge. Aussitôt, la presse proche des kémalistes accuse le parti au pouvoir d'avoir commandité le meurtre. Et dès cet épisode, on sent que s'ouvre une guerre sans merci entre les chefs de l'armée et les islamistes au pouvoir. En 2007, de nouveaux assassinats sont perpétrés. Les victimes sont des protestants et un prêtre catholique. Okay, alors on pense aux islamistes. Forcément. Ouais. Mais à peu près en même temps, la police accélère. Elle découvre d'abord, dans un bidonville d'Istanbul, une trentaine de bombes artisanales. Puis d'autres caches d'armes sont mises au jour. Des fusils, des caisses de munitions sont abandonnés dans des lieux publics. Explication ? On a l'impression que des conjurés cherchent par tous les moyens à se débarrasser de leur arsenal. Et qui seraient ces conjurés, là ? Des responsables de l'armée. Et chose inouïe en Turquie. Pour la première fois, des officiers supérieurs de premier plan sont mis sous les verrous. Par exemple, ce général Kouchouk, ou encore l'ex-commandant de la première armée et même le patron du tout-puissant Conseil national de sécurité. Oui, cet organisme qui aurait exercé le vrai pouvoir en Turquie. Oui, mais les militaires ne sont pas les seuls à être frappés. Des hommes politiques, des avocats, des journalistes sont arrêtés. Toute la crème du kémalisme. Et quelles preuves sont-elles apportées contre ces hommes ? Au cours des perquisitions,
La police découvre des documents accablants, des listes de personnalités assassinées ou des plans détaillés, établis pour réaliser ces objectifs criminels. Était visé le Premier ministre Erdogan, le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, et d'une façon générale, tous ceux qui risquaient de s'opposer à un coup d'État militaire ou réclamaient la vérité sur le génocide des Arméniens. Ce qui est étonnant, c'est que les militaires laissent faire et acceptent ces arrestations et ces mises en cause. C'est vrai, mais l'armée n'est plus aussi monolithique que par le passé. D'éminents généraux ont même choisi le camp de la légalité et se sont débrouillés pour faire échec aux tentatives putschistes de leurs frères d'armes. Et là encore, ça, c'est une nouveauté en Turquie. Ah, exactement. En tout cas, plus le temps passe et plus on découvre l'importance du complot Ergenekon. Dans l'ordinateur de l'un des conjurés, on trouve par exemple des documents très explicites sur le complot qui avait pour objectif final l'exécution d'un putsch prévu en 2009. Le gouvernement turc devait donc agir en toute urgence pour juguler cette tentative ? D'autant que les enquêtes successives n'en finissent pas de tirer des ficelles qui démontrent l'étendue de la conjuration et l'interpénétration entre le monde politique et militaire, et la pègre. Il est ainsi prouvé que les acteurs d'Ergenekon sont à l'origine de la plupart des crimes qui ont ensanglanté la Turquie. Assassinats, attentats, provocations diverses, toutes ces exactions portent la marque d'Ergenekon. Pourtant, dans une certaine mesure, ces dirigeants criminels étaient aussi des patriotes. On ne peut pas nier que les motivations originelles de certains d'entre eux étaient la lutte contre la mainmise de l'islamisme sur leur pays. Mais pour réaliser cet objectif, ils n'ont pas hésité à user les pires méthodes. Et ils se sont aussi salis les mains en s'alliant aux mafieux qui racketaient et faisaient le commerce de la drogue ou se livraient au trafic d'êtres humains. Dans son ouvrage « Les armées secrètes de l'OTAN », Daniel Ganzer cite un texte d'un ancien commandant d'unité paramilitaire. Celui-ci, un certain Erzover, décrit les méthodes utilisées en particulier contre les Kurdes. Et Ganzer ajoute « Erzover explique aussi comment ces unités terroristes s'étaient enrichies en levant des impôts privés le long de l'autoroute de l'héroïne, l'itinéraire emprunté pour passer la drogue d'Afghanistan en Occident via la Turquie. Parmi d'autres missions effectuées par la contre-guérilla, Erzover évoquait notamment les opérations sous fausse bannière au cours desquelles les agents Stay Behind, c'est-à-dire Gladio, déguisés en combattants du PKK, attaquaient des villages, violaient et exécutaient les civils au hasard. Si le déguisement était suffisamment crédible, ce genre d'action affaiblissait dans la région le soutien populaire au PKK. Le major confirme que de nombreux anciens loups gris et d'autres militants d'extrême droite avaient été recrutés directement en prison pour rejoindre les escadrons de la mort.